Bon, maintenant, les effets secondaires de la radiothérapie, il y a deux grandes catégories, si on veut. Il y a les effets secondaires aigus, donc pendant le traitement, ou subaigus dans les 6 mois qui suivent. Donc, pendant le traitement et dans les 6 mois qui suivent, là, on peut les mettre tous dans l'aigu. Et les effets tardifs qui sont au-delà de 6 mois. Donc, même dans les mois, les années qui suivent la radiothérapie, il y a aussi des effets secondaires qui peuvent se développer. Donc, pour les effets secondaires aigus, premièrement, au niveau de la peau, les tissus cutanés, les tissus mammaires, la réaction qu'on voit le plus souvent, c'est une réaction un petit peu comme un coup de soleil. Donc, la peau un petit peu plus irritée, le sein un petit peu plus gonflé, le sein qui peut être aussi un peu plus sensible. Généralement aussi, si on traite une partie où il y a les poils à l'aisselle, les poils vont tomber. Ce qui est vraiment moins fréquent, on en a, mais c'est beaucoup moins fréquent, c'est vraiment, là, on appelle ça de desquamation humide, c'est-à-dire que la peau, un peu comme une brûlure, dans le fond, là, la peau va être à vif, puis ça peut suinter un petit peu, mais je vous dirais qu'avec les nouvelles techniques, on en voit, mais c'est loin d'être pour nos patients. Donc, le traitement, généralement, là, pour ces effets-là, c'est principalement de la crème hydratante, même qu'on suggère aux patients d'en mettre au préalable là, pour prévenir aussi. Si on a de la desquamation humide ou des réactions plus importantes, bien, on peut se rendre au pansement de Mepilex ou des produits, un coup la radiothérapie est terminée, des produits aussi de type là, Criticate Clear ou poursuivre les pansements, là, ça peut être des choses. Par contre, les crèmes justement barrières, là, comme le Criticate Clear, il ne faut vraiment pas l'appliquer pendant les traitements. Parce que ça fait comme une couche par-dessus la peau et ça augmente la dose à la peau, donc ça augmente nos effets secondaires. Fait qu'on garde vraiment ces produits-là pour la fin des traitements. Il y a aussi la fatigue là, qui est aussi un élément. Il y a environ, je dirais, là, une patiente sur 3 là, qui développe une fatigue qui peut être problématique là, pendant les traitements. Mais en général, c'est quand même des traitements là, qui sont bien tolérés. Pour ce qui est de la radiothermite, un peu plus précisément, donc je vous disais tout à l'heure les effets au niveau de la peau. Il n'y a pas de problème. On base toujours nos évaluations là, selon le CTCAE. Là. Généralement, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des grades 1 ou 2, là, donc un érythème léger, un petit peu de la peau qui peut peler un petit peu, mais sans que ça soit humide. Puis des fois, on a une petite zone un petit peu plus humide, mais je dirais que dans la majorité des cas, même, c'est plus des grades 1. Fait que ça, c'est juste pour donner une petite idée. Là, la peau va être un petit peu plus rouge. Ça, c'est nos marques, les marques rouges là, que je vous parlais. Les tatous, là, on ne les voit pas là-dessus. Mais la peau va être un petit peu plus rouge. Ici, elle va être un petit peu plus foncée. Là, on peut parler d'un grade 2. Puis ici, là, c'est quand la peau vraiment va venir s'ouvrir un petit peu. Là, puis ça va être humide. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle la desquamation humide. Fait que c'est sur ces zones-là, souvent, qu'on va mettre un petit pansement ou la crème que je vous parlais. Ou une crème de type là, que je vous parlais tout à l'heure. L'effet subaigu qu'on a, qui est plus reconnu si on veut, ou le plus fréquent, mais on s'entend c'est pas vraiment fréquent, c'est environ une patiente sur 100 qui peut avoir cet effet-là. C'est vraiment une enflure au niveau du poumon. Puis quand on traite en radiothérapie, on traite le sein, comme vous voyez tantôt, c'est vraiment 2 tangentes, donc il y a un petit croissant de poumon, je ne veux pas, qui est inclus dans la radiothérapie. Et si on traite les ganglions aussi, on a l'apex du poumon qui peut être inclus là, dans la radiothérapie. Donc, chez environ 1% des patientes, il peut avoir une pneumonie, donc vraiment de l'inflammation au niveau du poumon, qui apparaît généralement dans les 6 mois qui vont suivre la fin de la radiothérapie. Souvent, ça va être un petit peu d'essoufflement, de toux, un petit peu de douleur pleurétique, il peut avoir un peu de fièvre aussi. C'est sûr qu'il faut éliminer les autres causes possibles avant de dire que c'est dû à la radiothérapie. Mais si jamais on vient à la conclusion que c'est dû à la radio, il y a des traitements de la base de corticostéroïdes généralement qu'on va donner. Il faut faire attention, les patients qui ont reçu la radiothérapie, quand ils ont une radiographie pulmonaire dans les mois, les années qui suivent la radiothérapie, souvent on va voir une bordure de fibrose puis au niveau de la radiographie. Souvent, ils sont asymptomatiques de ça. Fait que ce n'est pas une indication là, pour les traiter s'il n'y a pas de symptômes, même si on a cette image radiographique-là. Si cliniquement, ils n'ont aucun symptôme, ce n'est pas quelque chose qui va nous porter à les traiter. Pour ce qui est des effets secondaires tardifs, donc qui arrivent au-delà de 6 mois et dans les années qui suivent, ce qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment là, des changements au niveau du sein, donc de la peau, des tissus sous-cutanés, du tissu mammaire. Souvent, on va voir là, un sein qui va devenir un petit peu plus petit, la peau un peu plus épaissie, le sein un petit peu plus dur aussi. Le mamelon peut devenir un petit peu plus pâle ou un peu plus foncé avec le temps. La majorité des patientes, il y a une différence cosmétique là, entre les deux seins. Puis on n'a pas de bon outil là, pour savoir lesquels qui vont avoir plus ou moins d'effets secondaires là, à long terme de ce côté-là.
Il y a des patientes aussi qui restent avec une sensibilité au niveau du sein. Mais généralement, ce n'est pas une sensibilité, une douleur là, qui est dérangeante là, dans la majorité des cas. Il y a les télangiectasies aussi qui peuvent arriver. Je vais vous montrer sur une photo après. Dans le fond, c'est vraiment les vaisseaux sanguins qui vont être plus apparents. Ce n'est pas la majorité des patientes, mais on peut voir ça au niveau des champs de radiothérapie. Souvent aussi, ça va être près des cicatrices après la radiothérapie là, dans les mois qui suivent. C'est vraiment les petits vaisseaux rougeâtres qu'on voit apparaître au niveau de la peau. Ça, c'est un petit peu juste pour vous montrer à long terme si c'est peut avoir une diminution de volume là, au niveau du sein. Le sein peut rester un petit peu plus foncé. Dans ce cas-là, par contre, là, on est encore dans la période subaiguë proche du tardif. Puis les télangiectasies, je vous parlais, là, souvent ça va ressembler à ça. Il y a aussi des patientes qui restent quand même, là, pas juste au niveau du sein, mais avec des douleurs au niveau de la paroi thoracique. Souvent, là, les tangentes vont quand même généralement entrer là, au niveau de la ligne mid-axillaire. Fait que c'est des endroits souvent où les patientes là, trouvent que la paroi thoracique est plus sensible. C'est des choses qu'on voit quand même régulièrement. S'il y a une radiothérapie qui est faite au niveau des aires ganglionnaires, donc au niveau de la région sous-claviculaire, au niveau de l'aisselle, il peut y avoir de la raideur qui se développe là, au niveau de l'épaule et du lymphœdème aussi. Je dirais que pour la raideur au niveau de l'épaule, on voit ça régulièrement. Par contre, pour sortir des chiffres précis, c'est difficile parce que c'est difficile à évaluer aussi, là, même dans les études. Mais c'est quelque chose qu'on voit là, quand même là, régulièrement, là, que les patients trouvent que la mobilité là, peut être réduite là, suite au traitement, même dans les mois et les années qui suivent la radio. Un peu plus d'informations pour le lymphœdème. Le lymphœdème, dans le fond, dans la littérature, ça varie énormément. On parle d'un 5 à 30 %. C'est sûr que la façon de l'évaluer, c'est difficile. Il y a beaucoup de groupes, il y a des groupes quand même qui travaillent sur l'idée d'avoir des méthodes vraiment très objectives pour l'évaluer. Le lymphœdème, juste pour ceux peut-être qui... c'est vraiment une enflure au niveau du bras, comme à la chirurgie et à la radiothérapie, il peut avoir de l'altération au niveau du système lymphatique. S'il y a une infection, un petit trauma, peu importe, c'est possible que la lymphe vienne s'accumuler dans le bras et là, le bras devient gros et on n'est plus capable c'est une condition généralement qu'on peut améliorer, mais qui n'est pas nécessairement complètement réversible. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres importants, mais c'est sûr qu'avec les nouvelles techniques, les chirurgies aussi qui diminuent, parce qu'on fait de moins en moins de dissections axillaires, la radiothérapie, les techniques s'améliorent aussi. C'est sûr qu'avec ça, les chiffres diminuent. On a de moins en moins de patients qui ont des gros lymphodèmes, mais ça reste quand même une complication là, qui est là. Fait que je dirais que dans les grandes études plus récentes, avec des techniques un peu plus récentes, on parle là, à 5 à 10 ans là, des lymphœdèmes autour d'un 7 %. Il y a d'autres séries qui sont plus autour de 17 %. Mais ça dépend toujours aussi des autres facteurs. Donc le traitement, comme je disais, qu'elle avait reçu, est-ce qu'elle a eu une dissection axillaire ou elle n'a pas eu de dissection? Est-ce qu'on a fait de la radiothérapie sur les aires ganglionnaires ou non? Est-ce que la patiente est déjà obèse, donc est plus à risque? C'est tous ces facteurs-là qui viennent aussi là, jouer là, sur le risque de lymphœdème. Les techniques d'évolution aussi, de traitement évoluent aussi, là, fait que de plus en plus on s'améliore, ce qui fait diminuer aussi là, le risque là, de cet effet secondaire. Pour ce qui est du cœur, pour les patients qu'on traite du côté gauche, c'est certain que le cœur est de ce côté-là. Donc, quand vous voyez ici, là, nos tangentes souvent vont accrocher le cœur. Je vous dirais là, que c'est difficile encore là d'avoir un chiffre précis, mais c'est probablement autour de 1 % là, de risque de maladie cardiaque due à la radiothérapie. Et ça, généralement, c'est 10-20 ans après la radiothérapie, puis je vais revenir là, un petit peu plus précisément après. Fait qu'on essaye le plus possible, parce que généralement, les patients, il y a une grande majorité quand même qui ont une espérance de vie là, qui est très longue. Donc, on essaye le plus possible d'éviter ces problèmes-là au niveau cardiaque. Il y a plusieurs techniques, il y a quelques techniques là, qui ont été développées et étudiées là, pour diminuer la dose au cœur. Ce qui est le plus répandu, ce qui est fait le plus, c'est l'inspiration bloquée, là, ce qu'on appelle des IBH dans la littérature. Fait que, dans le fond, on traite la patiente pendant qu'elle est en inspiration, on lui laisse retenir son expiration pendant 20 secondes et on fait ça là, à peu près 4 à 5 fois le temps de traiter la patiente. Et ce que ça fait, comme vous voyez, ben là, c'est pas très gros, là, mais ça repousse le cœur vraiment là, parce que les poumons sont gonflés. Fait que ça diminue la dose là, au niveau du cœur, puis on traite quand même là, la patiente de façon tout à fait adéquate. Nous, ici, on ne fait pas toutes nos patientes encore comme ça, mais c'est une question de temps. Là, on en fait de plus en plus à chaque mois là, avec cette technique.
comme je vous disais, pour les effets secondaires, notamment, il peut y avoir des maladies coronariennes, il peut y avoir des péricardites. Les péricardites, c'est quand même rare, mais ça peut aussi arriver en aigu, là, même pendant le traitement. Mais la plupart des problèmes arrivent là, dans les 10-20 ans là, après la radiothérapie. Il faut faire attention, là, je ne sais pas, il y a des gens de plein d'horizons, mais il y a une grosse étude qui est sortie l'an passé là, dans le New England là, disant que la toxicité cardiaque, puis c'était comme une grosse affaire. Sauf que quand on lit, il faut commencer à lire l'étude par la discussion pour s'apercevoir que c'est pas si horrible l'augmentation de maladies cardiaques, même si le titre de l'article veut bien me faire peur. Là. Fait que je sais qu'il y en a peut-être qui n'ont entendu parler, là, mais ça reste quand même autour d'1%, mais eux, ils disaient qu'il y avait une augmentation là, de tant de pourcents, mais c'est parce qu'on parle de quelque chose qui est rare. Hein, fait que, on ne parle pas d'un risque de 30% qui monte à 50%, là, on parle de 0,quelques% qui monte à 1%. Fait qu'il faut juste mettre ça un petit peu. Et c'est souvent dans les études des anciennes techniques. Fait que c'est sûr qu'on garde toujours notre 1%, 2%, le dépendant des papiers qu'on regarde, mais il reste que c'est difficile d'être précis avec nos techniques présentement qui sont vraiment différentes. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que directement sous le sein, il y a les côtes qui sont là, donc il y a une partie des côtes qui sont incluses dans la radiothérapie. Il y a un risque d'environ 1% à cause de la diminution de la densité de l'os dans la région traitée de fracture de côte. Puis je vous le dis, là, 1% est vrai là, dans ma pratique, c'est 1%. Sur le nombre de personnes que je traite, j'en ai des fractures de côte et c'est vraiment 1%. La seule prévention qu'on peut faire, c'est quand on planifie le traitement. Parce que pour le reste, ça ne vaut pas la peine là, de donner des biphosphonates à tous ces patients-là, de leur dire d'arrêter leur activité. Là. On ne sait pas c'est lesquels là, qui vont en avoir, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et généralement, bien sûr, il faut que ce soit dans le champ de traitement pour dire que ça vient de la radiothérapie. Et des fois, ça va faire des fractures comme en ligne. Il va y avoir 2-3 côtes là, qui vont au même endroit là, qui vont fracturer. Les plexopathies brachiales, donc une atteinte du plexus brachial, ça c'est vraiment très rare avec les doses qu'on donne. On va plus le considérer là, dans les prises de décision si on retraite des patients. Ça fait que c'est pas quelque chose ça, en lien avec la radiothérapie là, qui nous importe. On n'en parle pas aux patients non plus. Là, ça aussi, c'est un contexte de retraitement. Les secondes néoplasies, c'est sûr que la radiothérapie, dépendant de la dose qu'on donne, tout ça, ça peut engendrer des cancers. Mais il faut faire attention. Le risque dans la littérature est autour de 0,1%. Et il ne faut pas oublier que ces patientes-là, si on ne les traite pas, le risque que ça revienne est largement supérieur à ce 0,1%-là. Et c'est pour ça qu'on ne traite pas, comme de très nombreuses années, des maladies bénignes. On sélectionne nos patientes, celles qui ont vraiment un bénéfice. Donc, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des angiosarcomes, mais là, le plus souvent, c'est quand même 1 sur 1000. C'est pas, il peut quand même avoir des cancers du sein, du poumon, mais je dirais que c'est difficile le sein de savoir c'est dû à quoi, parce que souvent, c'est des patients qui, que ça va être une récidive. Le poumon, quand c'est dans le champ de traitement, ça arrive de temps en temps, mais je dirais que ça reste, parce que nous, on traite quand même beaucoup de patients ici, on en voit de temps en temps, mais ça reste dans le 0,1%, 0,2%. Fait que je vais maintenant laisser. Je ne sais pas pour les questions, qu'est-ce qu'on